Bonsoir chers téléspectateurs de la télévision rwandaise, heureux de vous retrouver une fois de plus pour un nouveau numéro de Majuscule Propos. Ce soir, nous allons revenir sur les traces d'Aloïse Niwiragabo, cet architecte, comme on le surnomme, architecte du génocide commis contre les Tutsis, cet ancien patron du renseignement militaire du régime Habyarimana. Qui est cet homme? Mais comment expliquer que près de 27 ans après le génocide commis contre les Tutsis, cet homme qui pourtant semble avoir une adresse reste toujours en cavale? Sous quel nom? Ou encore, comment est-ce que cet homme est parvenu à échapper, en tout cas, à la justice? Mais qu'en est-il de la situation aujourd'hui? Pour comprendre les tenants et les aboutissants de cet homme, qui est-il? J'ai l'honneur et surtout tout le plaisir d'accueillir sur ce plateau Madame Angélique Habyarimana. Elle est procureure adjoint ici au Rwanda. Bonsoir Madame. Bonsoir Eddy. Nous sommes également avec Maître Murangwa Faustin. Il est ancien avocat au tribunal international pour le Rwanda à Arusha, le TPIR. Bonsoir Maître. Bonsoir. Depuis Paris, nous sommes également rejoints par Alain Gauthier. Il est du collectif des partis civils pour le Rwanda. Bonsoir Alain. Bonsoir. Voilà, ce sont les trois qui vont être avec nous. Mais avant de plonger dans le vif de notre sujet, d'abord, on va suivre ce reportage qui date de quelques semaines. C'est un reportage de TV5 qui revient sur un reportage. C'est un article qui est sorti par le biais de Mediapart et c'est un article qui est signé par Théo Anglebert qui a été à la base également de ce reportage, en tout cas pour savoir ou revenir sur le nom de Aloïse Niwiragabo. On va suivre cet élément et c'est seulement après qu'on va lancer nos débats. Une photo non datée d'Aloïse Niwiragabo, un des architectes présumés du génocide des Tutsis du Rwanda. À droite, le même homme, photographié en France en février dernier. Les autorités rwandaises avaient perdu sa trace, elles l'estimaient réfugié dans un pays africain. Dans une enquête de Mediapart, on apprend en fait que l'homme vit dans la banlieue d'Orléans, dans le centre de la France. Mais impossible pour l'heure de savoir depuis quand. Aloïse Niwiragabo était le chef des renseignements militaires pendant le génocide contre les Tutsis de 1994. Il serait à l'origine d'une liste de personnes à exécuter comme les Tutsis ou d'autres opposants politiques. Sa cavale débute en juillet 1994. Il fuit au Zaïre, puis au Kenya en 1996 et dans le sud du Soudan en 1997. Un an plus tard, il participe à la guerre du Congo et s'allie avec le pouvoir de l'époque. Quelques années passent et après un bref retour au Soudan, il souhaite s'installer en France. La suite est beaucoup moins claire. Plusieurs demandes de visa sont établies, mais toutes sont refusées. Cette révélation rappelle l'arrestation en mai dernier de l'homme d'affaires rwandais Félicien Kabuga. Il était recherché depuis 1997, notamment pour génocide. Il vivait en fait à Asnières-sur-Seine sous une fausse identité. Deux cas qui seraient loin d'être isolés en France. Nous avons déposé près d'une trentaine de plaintes. Il y en a encore, je crois, peut-être 21 à l'instruction. Ça veut dire que probablement qu'il y en a beaucoup d'autres et qu'un nombre relativement important échapperont à la justice. Depuis les révélations de Mediapart, le parquet national antiterroriste a annoncé ce samedi l'ouverture d'une enquête préliminaire pour crime contre l'humanité à l'égard d'Aloïse Niwiragabo. Voilà, c'est donc un élément de nos confrères de TV5. Madame, d'abord, on doit comprendre, tout le monde était surpris d'apprendre que cet homme se trouve, en tout cas selon plusieurs renseignements, sur le sol français depuis une certaine période considérable. C'est même, on essaie un peu de faire une allusion avec le cas de Félicien Kabuga. Comment expliquer que cet homme, dont un mandat d'arrêt avait déjà à l'époque été lancé contre lui, soit resté à l'ombre pendant toutes ces années? Je crois que c'est même très bien que la prise ou bien la localisation de M. Aloïse ait pu être
faite actuellement, juste après justement avoir localisé le Rwandais Félicien Kabuga. Parce que c'est le même scénario en fait. Vous voyez, ce sont des crimes qui sont d'une atrocité terrible, qu'on ne peut pas expliquer. Et la plupart des suspects ont les mêmes moyens pour essayer de se dissimuler à la justice, pour essayer de changer de nom. Vous savez que j'utilise des noms qui ne sont pas les leurs. Et je crois que c'est comme ça qu'aussi, le dossier, nous avons essayé de poursuivre, lancer et faire tous les actes qui étaient nécessaires. Mais à un certain moment, nous avons perdu la trace. Tu ne peux pas lancer un mandat d'arrêt si tu ne sais pas dans quelle localité se trouve le suspect, de façon que les échanges puissent se dérouler comme il faut. Donc je crois que c'est vraiment un des moyens que la plupart des suspects, ceux que nous accusons d'avoir commis le génocide contre les Tutsis, perpétré contre les Tutsis, c'est un des moyens qu'ils utilisent où ils changent de nom, ils changent de localité, de résidence, et donc ça demande vraiment une certaine patience et aussi la coopération de tous les pays. Peut-être qu'on va revenir aussi sur certains signes qui ont en tout cas annoncé peut-être sa présence d'une manière ou d'une autre. Maître Murangwa, vous qui avez travaillé pour le tribunal international pour le Rwanda déjà à l'époque, Aloïse, lorsqu'on voit déjà le poste ou les responsabilités qui étaient les siennes à l'époque, patron du renseignement militaire, c'est quand même un de gros poissons, si je dois dire, pour m'exprimer ainsi. Quelle est la place qu'occupait cet homme dans les débats même à Arusha, lorsqu'on parlait des grands noms? Quelle est la place qui était celui d'Aloïse? Qu'est-ce que la justice internationale disait de cet homme? En fait, quand tu parles d'Aloïse, il faut parler des militaires en général. Et il faut parler de militaires qui jouaient un certain rôle. Surtout lui, quelqu'un qui occupe quand même un poste de renseignement militaire, c'est lui qui, je peux dire, relie, disons, les INERAMO aux militaires directement. Si je peux me permettre directement d'aller sur les accusations. Mais il faut voir que dans un tribunal international, pour établir un mandat d'arrêt, il faut partir sur un acte d'accusation. Et pour aller sur un acte d'accusation, il faut faire des enquêtes poussées. Et je crois que, en fait, un mec du renseignement, c'est ce qu'il fait. En fait, il travaille dans l'ombre de façon que si vous avez au moins un militaire qui est prêt à le charger ou à démontrer, à témoigner contre lui, c'est là où, en fait, la difficulté dans un tribunal comme le tribunal pénal international pour le Rwanda avait. Et je crois que c'est là où le tribunal n'avait pas réussi à démontrer un peu la responsabilité ou bien à établir un mandat d'arrêt contre Aloïse. Et je crois que... Vous voulez dire que c'est par manque de preuves, c'est par manque de témoins à charge? Je dirais même, je ne veux pas aller dire que par manque de preuves, parce que manque de preuves, tu peux aboutir à un non-lieu, mais après avoir eu au moins un acte d'accusation. Lui, il n'avait pas d'acte d'accusation, par ailleurs, pas de mandat d'arrêt, je dirais par manque d'informations, par ailleurs. Donc, ça veut dire le tribunal international pour le Rwanda n'avait pas, disons, même tenté d'inculper M. Aloïse par manque d'informations. Par manque d'informations, moi, je crois que ce n'est pas les civils qui devraient donner des informations contre Aloïse, ce n'est pas contre les militaires qui... il faut voir les militaires inculpés par le TPIR. Ce n'est pas Bagosora qui devrait, disons, aller dénoncer son mec qui les servait en cabale. Ce n'est pas Aloïse, l'autre Aloïse qui devrait aller dénoncer son, je dirais, copain. La même chose avec parce qu'on connaît le dossier militaire avec Kabirigi. Je ne pense pas que les trois
pouvait... en fait, je crois que pas seulement les manques d'informations, mais aussi la défense du tribunal, parce qu'au tribunal, il s'est passé il y a eu d'autres militaires qui ont coopéré pour la dénonciation de Bagosora, qui ont coopéré pour la dénonciation dans les dossiers militaires, qui pouvaient donner des informations contre Aloïs. Et je crois que c'est là où le tribunal a failli et manque d'informations, mais je crois que... Je pense qu'on doit revenir là-dessus parce que manque d'informations, lorsqu'on considère les moyens qui étaient à la disposition de ce tribunal-là, je pense que peut-être le citoyen lambda pourrait se dire que ce sont les moyens qui ont manqué, c'est des gens ou c'est les moyens financiers ou ce sont les renseignements ou les informations tangibles. Rendons-nous un peu en France pour retrouver Alain Gauthier. Alain Gauthier, on parle ici d'un chef ou du patron du renseignement militaire. Je vais faire un peu de parallélisme avec le cas de Pascal Simbikangwa, un des cas qui ont été jugés en France. Alain, ici, Maître Mourangwa parle d'un homme qui a vécu dans l'ombre. Mais lorsqu'on voit également le cas de Pascal Simbikangwa, c'était également un homme qui était dans l'armée, toujours pas loin du renseignement en tout cas. Comment on a pu avoir des informations, des renseignements sur Pascal Simbikangwa et ne rien avoir finalement contre cet homme? Je parle du colonel Aloïs Niwiragabo. Ben, vous savez, Pascal Simbikangwa, nous avions eu la chance de le repérer sur l'île de Mayotte parce que nous avions obtenu des renseignements sur sa présence et nous avions tout fait pour alerter les autorités de Mayotte, les autorités préfectorales, pour qu'il soit arrêté. Concernant Aloïs Niwiragabo, c'est un peu différent. Lui, si vous voulez, on ne savait même pas où il était. Quand on interrogeait les autorités au Rwanda, comme vous l'avez précisé, on nous disait qu'il était quelque part en Afrique, voire qu'il était décédé. Donc, nous n'avions pas spécialement d'éléments pour mettre en place des investigations, nous personnellement au collectif des parties civiles pour le Rwanda. Mais ça fait quelques mois qu'effectivement, en lien avec le journaliste de Mediapart, Théo Anglebert, eh bien, nous avions été mis au courant de sa présence en France. On savait qu'il était là depuis quelque temps, mais nous n'avons pas pu, nous, au sein du collectif des parties civiles, pour l'instant, déposer plainte dans la mesure où nous n'avions pas suffisamment d'éléments. Or, aujourd'hui, nous apprenons qu'il est dans la région d'Orléans, qu'il est lié à beaucoup d'autres personnes qui ont participé au génocide perpétré contre les Tutsis, et nous nous réjouissons qu'il puisse y avoir enfin des mesures qui soient prises pour qu'il soit, je l'espère, un jour jugé. Alain, peut-être vous qui êtes du collectif des parties civiles pour le Rwanda, vous allez à la rencontre des témoins, que ce soit ici au Rwanda et même ailleurs, notamment en France, où les témoins vous parlent de leurs anciens bourreaux et surtout d'autres personnes qui témoignent, les personnes qui ont fait partie de l'ancien régime. Je parle du régime Habyarimana. Aujourd'hui, vous pouvez un peu nous tracer un peu le portrait robot de ce colonel. Qui était-il exactement, selon les témoignages que vous avez recueillis ça et là? Qui est Aloïs par rapport aux noms comme Kabuga et Augustin Bizimana et d'autres grands messieurs de l'époque? Eh bien, comme l'a précisé votre témoin, notre ami l'avocat qui est à vos côtés, Niwiragabo était un responsable des renseignements militaires, ce qu'on appelle le G2, et
Pascal Simikangwa, dont vous avez parlé tout à l'heure, a travaillé sous ses ordres. Je crois qu'il a été ensuite chef d'état-major adjoint de l'armée, et c'est lui qui, dit-on, aurait mis en place des listes de ce qu'on appelait les ennemis étant les Tutsis de l'intérieur et de l'extérieur du Rwanda, ainsi que les opposants politiques. Donc c'est un personnage important qui a fui au Zaïre et qui est à l'origine aussi de la création des FDLR, bien connus un petit peu partout maintenant, et qui rêvaient de revenir au Rwanda. Donc c'est un personnage pour nous très important, un haut cadre de l'armée qui a participé activement au génocide des Tutsis. Nous ne pouvons que nous réjouir d'avoir pu enfin le localiser en France. Malheureusement, c'est en France qu'il arrive, qu'il se trouve. C'est là où il s'est installé. Il a rejoint son épouse Catherine Nikouzé, qui est installée dans la région d'Orléans depuis très longtemps, qui a obtenu le statut de réfugié, qui est maintenant française. Et nous espérons, au sein du collectif, maintenant qu'un mandat d'arrêt international a été émis contre lui, nous n'avons pas encore connaissance de ce mandat, nous n'en connaissons pas les termes, mais nous attendons d'avoir ce document ainsi que l'acte d'accusation pour pouvoir, à notre tour, voir ce que l'on peut faire, soit porter plainte et nous constituer partie civile, soit demander à ce qu'il soit extradé, même si, vous le savez, la Cour de cassation en France a toujours refusé à 42 reprises d'extrader des personnes soupçonnées d'avoir participé au génocide des Tutsis. Madame, peut-être on a un peu suivi les explications d'Alain Gauthier. Le Rwanda avait déjà émis à l'époque un mandat d'arrêt contre Aloïse, mais on en parlait peu dans les médias et même ailleurs. C'est un nom qui revient pas beaucoup plus que d'autres noms. C'est dire qu'à un certain moment, le Rwanda s'est dit qu'on ne va jamais le retrouver. Bon, je crois que c'est quand même un peu exagéré de dire que le Rwanda s'est dit que c'est fini, on ne va pas le retrouver. Même Félicien Kabuga, comme nous venons de le dire, on l'a recherché pendant tant d'années et finalement ça a porté des fruits. Je dirais plutôt que le dossier ou bien l'accusation contre le colonel Aloïse Niwiragabo, le dossier avait été constitué, mais peut-être qu'il n'a pas été publié par un mandat international depuis de longues années, ce qui fait que les gens se disaient peut-être qu'il n'y avait rien. Mais le dossier était déjà là, on faisait déjà des enquêtes, et récemment, comme je l'ai dit, et comme M. Alla vient de le dire aussi, il y a eu surtout le problème de localisation. Donc, ils ont toujours ces moyens de faire courir qui sont peut-être décédés, ou bien faire courir qui sont dans tel ou tel pays. Donc, trouver la trace, c'est surtout ça qui a été le challenge, si je puis dire, le défi. Mais dire qu'on avait perdu tout espoir, ce serait vraiment ce serait contre la réalité. C'est-à-dire qu'au niveau du parquet général, il y avait un dossier constitué, seule la localisation de l'individu manquait pour passer à l'action, c'est-à-dire envoyer un mandat d'arrêt. Mais excuse-moi peut-être de t'interrompre. Quand je dis que la localisation, c'était le grand défi. Mais toujours, la constitution d'un dossier, ça demande beaucoup de choses. Ça demande tous ces témoins, comme on vient de le dire. Ça demande beaucoup d'éléments. Il y a aussi d'autres instructions qui se faisaient. Mais le grand défi, c'était surtout ça. Jusqu'il y a quelques semaines, lorsque le média, à travers Mediapart, on a retrouvé les traces de ce colonel. Est-ce que le Rwanda, dans un premier temps, le Rwanda est resté silencieux, que ce soit le parquet général, que ce soit le ministère de la Justice et même le gouvernement, tout le monde est resté calme, on n'a rien entendu. Et vous vous êtes dit peut-être qu'il fallait vous rassurer. Et c'est seulement il y a quelque temps qu'on a appris qu'il y a maintenant un mandat d'arrêt qui a été envoyé en France. Est-ce que vous dites qu'aujourd'hui, parce que les autorités françaises ne l'ont pas encore
présentée, parce qu'on parle d'une enquête qui a été amorcée en France. Aujourd'hui, vous vous êtes dit, vous avez des preuves, madame, que ce monsieur se trouve bel et bien sur le sol français, hormis ce qu'on a suivi dans les médias. C'est absolument ça. Donc, nous avons vraiment la preuve formelle qu'il vit actuellement en France. Et je crois que même à cet égard, la commission spéciale qui est chargée des crimes de guerre et contre les crimes contre l'humanité, nous travaillons de pair ici, à l'organe national de poursuite judiciaire. C'est-à-dire que de leur côté, ils viennent aussi faire leurs propres enquêtes et nous collaborons d'une façon qui est vraiment positive, de façon que c'est la procédure normale, si je puis dire. C'est la procédure normale. Nous devons travailler de pair pour qu'eux aussi puissent trouver ce dont ils ont besoin. Et nous aussi, ce dont nous avons à notre disposition, nous travaillons de pair pour pouvoir vraiment mener à bon terme cette enquête. Peut-être qu'on va revenir un peu plus tard. Maître, vous qui avez travaillé au TPIR, tout à l'heure, vous avez parlé des moyens, plutôt des informations suffisantes pour inculper ce monsieur ou pour constituer un dossier lourd contre lui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, lorsque vous parlez des informations, qu'est-ce qui a manqué? Ce sont les sources qui ont manqué pour donner les informations ou ce sont les moyens peut-être financiers également pour... nous savons qu'une procédure judiciaire, ça demande aussi des moyens financiers, surtout pour une institution aussi grande que celle-là. Qu'est-ce qui a manqué? Moi, je crois que ce qui a manqué, c'est les sources. Encore faudra-t-il se lancer dans un dossier où vous n'avez pas en fait la base solide pour constituer un dossier, parce que vous risquez, parce que là il faudra que j'explique peut-être. Voici pourquoi vous êtes là. Une enquête est lancée, comment un dossier est constitué, parce que pour un enquêteur ou pour un procureur, pour un tribunal, pour constituer un dossier, il faut être sûr de l'aboutissement de ce dossier. Sinon, vous risquez d'aboutir sur un acquittement, un non-lieu ou même, puisque devant un tribunal pénal international, il faut même au niveau de la présentation des charges, il faut passer par approuver l'acte d'accusation. Vous risquez même de ne pas aboutir à ça, de rejeter votre acte d'accusation, rejeter votre mandat, ce qui risque de tomber sur même votre suspect et qui risque de tout chambarder. Moi, je crois que pour l'instant, ça a été même une bonne chose que son dossier soit constitué au Rwanda et que l'enquête se poursuive au niveau du Rwanda. Encore faudra-t-il que la France, comme vient de le citer Alain Gauthier, que la France le transfère au Rwanda. Parce que pour moi, ce n'est pas la plus importante, parce que la plus importante, c'est que justice soit faite. Parce que qu'il soit jugé en France ou qu'il soit transféré au Rwanda, même si vous me demandez en tant que Rwandais, en tant qu'une personne qui croit à la justice de proximité, parce qu'il faut amener la personne pour que même que ce soit les témoins, que ce soit même les victimes, qui soient au moins près de la justice qui condamne cette personne ou qui peut-être acquitte. On ne peut pas aller, parce qu'il est toujours présumé innocent. Là, je dirais que la France a toujours fait des blocages, mais pour l'instant, je crois que c'est le moment que en fait, la France fasse quelque chose. Je préférerais que Gauthier en dise quelque chose, mais je crois qu'après la résolution 2150 des Nations Unies, qui oblige tous les États à coopérer avec la justice, que ce soit la justice au Rwanda, que ce soit la justice internationale, je crois que la France a cette obligation, soit de juger, soit de transférer cette personne, le suspect, au Rwanda. Et je crois que, pourquoi je dis ça? Parce que c'est l'opportunité que au moins les enquêtes ont été faites à partir du Rwanda.
c'est qu'au Rwanda, quand même, dans mes informations, c'est qu'il y a eu beaucoup de militaires qui ont été, de militaires, je dirais, ex-FARC, qui ont été jugés à partir du Rwanda, qui ont beaucoup d'informations de coopération avec Aloïse. Moi, je dirais qu'au niveau du TPI, il y a que 2 qui ont été condamnés, et que je crois que c'est des lourds qui ne peuvent pas témoigner contre cette personne. Tout à l'heure, Alain Gauthier a essayé de... Excusez-moi, vous parlez de petits soldats. Non, je ne parle pas de petits soldats. Lui, c'est un colonel. Non, je dis les petits soldats qui ont été condamnés ici, au Rwanda, par la justice locale, que ce soit par les cours et tribunaux Gacaca, que ce soit par d'autres formes de justice. Vous vous dites que cela, si j'interprète bien vos propos, peuvent bien apporter quelque chose que les hauts gradés de l'époque qui ont été condamnés par le TPIR ne pouvaient pas ou ne peuvent pas apporter contre Aloïse. C'est ça? C'est ce que je suis en train de dire en fait. Parce que je me dis qu'un haut gradé, c'est celui qui lui donnait des instructions. Mais par contre, lui, il a des gens qui lui ont donné des instructions, c'est un colonel, il a des majors, il a des lieutenants-colonels, il a des capitaines, il a des lieutenants qu'il a toujours donné des instructions. Et je crois que tout à l'heure, Alain essayait de clarifier la différence entre Aloïse et Pascal. Et je crois que Pascal exécutait les ordres d'Aloïse. Et je crois que c'était très facile pour toute justice d'établir les responsabilités de Simbikangwa, parce que même les jeunes qui étaient nous savaient ce que faisait Simbikangwa avec ses tortures. Mais pour un mec de renseignement comme Aloïse, c'est toujours... bien sûr que les enquêtes vont établir certains moyens de preuve, mais je te dis que c'est là où même le TPI a eu des difficultés avec Miragny. Je crois qu'ils ont eu beaucoup de difficultés par rapport aux autres, parce que c'est un militaire de cabale. La même chose avec Aloïse. Je crois que ici, au Rwanda, ça serait mieux d'avoir des majors comme un que je connais qui s'appelle Bishushia, que je ne doute pas qu'il devrait être sous ses ordres, parce que je crois que c'était parmi les militaires qu'on appelait les OPS. OPS, c'était des militaires qui assuraient des renseignements sur terrain par rapport à celui qui assurait des renseignements militaires au bureau, parce que lui, il exécutait ses ordres. Il y a d'autres que je crois qu'ils pourront apporter des choses contre ce suspect. Mais en France, je crois qu'il y a Simbikangwa qui peut apporter quelque chose. Est-ce qu'il a la volonté de le faire? Je ne sais pas. Au TPI, je sais que peut-être il y a Nabakouze et Bagosora qui pouvaient dire certaines choses, mais je crois, tel que je le connaissais, ce n'est pas des gens à vraiment sur qui on pouvait compter pour dire quoi que ce soit. L'autre chose, c'est que ce qu'on souhaite, si comme la France peut-être l'attrape le transfert au Rwanda et qu'on a la chance d'avoir un Miragny devant le TPIR, ça serait parfait. Justement, parlons de la France. Alain Gauthier, on a vu Aloïse arriver, vous avez parlé dans l'élément, on a vu qu'à plusieurs tentatives, il a essayé de rentrer sur le sol français, mais un visa lui a été refusé plusieurs fois. Est-ce que les raisons qui ont fait à ce que le visa puisse lui être refusé ont-elles quelque chose à voir avec ce qu'était l'homme, ou c'est comme toute autre personne qui ne remplissait pas les conditions, en tout cas, pour avoir un visa pour la France?
Non, mais il faut savoir quand même que lorsque les autorités françaises se trouvent en présence d'une demande de visa ou alors de reconnaissance de statut de réfugié, ces autorités-là cherchent à savoir qui est la personne qui demande le document. Or, jusqu'à maintenant, dans le cas d'Aloïs Niweragabo, on est en plein mystère encore, parce que, vous le dites, on lui a refusé à 2 reprises un visa pour venir en France, mais on ne sait pas encore comment il a fait pour venir finalement dans le pays et rejoindre son épouse et tous ses amis qui militent ici contre le gouvernement au pouvoir au Rwanda et qui diffusent les idées négationnistes. Donc, pour l'instant, c'est un homme dont on ne sait pas grand-chose sur son itinéraire. Ce qu'on sait, c'est qu'à une certaine époque, l'OFPRA, c'est-à-dire l'organisme qui est chargé de donner les statuts de réfugiés, a été très généreux avec les Rwandais. Ce sont les dossiers qui ont eu le plus de résultats positifs dans la fin des années 90. Alors maintenant, concernant ce colonel, eh bien, on attend, nous personnellement, on attend de connaître la nature du mandat d'arrêt international, on attend de connaître les faits qui lui sont reprochés pour pouvoir, à notre tour, voir comment on va se lancer dans la justice, parce que c'est la justice qu'on réclame. Malheureusement, Aloïs Niweragabo, c'est un parmi d'autres, parce que on le dira peut-être dans l'émission, mais actuellement, vous le savez, seuls 3 génocidaires ont été jugés. Il y a plus d'une trentaine de plaintes qui sont devant les juges d'instruction du pôle crime contre l'humanité à Paris. Si la France décide de le garder, ce que nous ne souhaitons pas, mais si la France décide de le garder, quand est-ce qu'il sera jugé? Il existe des plaintes qui datent de 1995, de 2000. Nous, depuis 2001, nous en avons déposé peut-être 25. Et nous ne cessons de dénoncer les lenteurs de cette justice. Donc, dans le cas de Niweragabo, eh bien, ce que nous souhaitons, c'est que la Cour de cassation change sa jurisprudence. Cette Cour de cassation qui refuse systématiquement de renvoyer au Rwanda les personnes qui sont soupçonnées d'avoir participé au génocide, nous espérons qu'un jour, elle changera cette jurisprudence, parce que sinon, beaucoup de ces personnes qu'on retrouve ici en France ne seront jamais jugées. Certaines sont âgées, les procédures prennent beaucoup de temps, et ce que nous craignons, c'est que justice ne soit jamais rendue. Madame, on comprend les propos d'Alain Gauthier. Il parle d'une certaine lenteur qu'accuse la justice française, en tout cas pour ce qui est des cas du génocide commis contre les Tutsis. Est-ce que vous vous dites aujourd'hui, avec l'arrestation de Félicien Kabuga, un des cerveaux moteurs du génocide commis contre les Tutsis, et déjà avec les renseignements sur Aloïs, vous vous dites peut-être que le temps est venu pour qu'on puisse changer d'approche, et on a vu le Rwanda bénéficier même d'une certaine crédibilité par rapport aux instances internationales. On a vu des gens condamnés par la justice internationale envoyés ici au Rwanda pour des crimes commis ailleurs. Est-ce que c'est si difficile pour la France peut-être d'accorder cette même crédibilité au Rwanda pour s'occuper des cas, surtout des crimes commis sur le sol rwandais? Bon, je crois que je ne suis peut-être pas la mieux indiquée pour répondre au nom justement de la justice française, mais si nous analysons les faits comme tu viens de l'expliquer, comme tu viens de le dire, je crois qu'il y a une certaine évolution. Et Lorsque vous parlez avec eux, est-ce que vous sentez que le langage a changé, leur façon de vous regarder dans les yeux
leur langage a changé depuis 26 ou 27 ans maintenant. C'est exactement ce que je suis en train d'expliquer et je crois que j'y ai fait référence en commençant. Je vous ai dit que, comme M. Alain l'a dit, nous avons envoyé plusieurs actes d'accusation contre des Rwandais présumés d'avoir commis le génocide perpétré contre les Tutsis qui vivent en France. Et c'est même plus d'une quarantaine, je crois, un peu plus. Il y en a qui datent de longtemps, il y en a qui sont récents. Mais les faits sont que, comme je l'ai expliqué, nous sommes en bons termes et en bonne coopération. Nous avons expliqué qu'il y a des investigateurs français qui sont venus ici au Rwanda pour mener des enquêtes. Et pour mener les enquêtes, nous partageons, nous échangeons ce que nous avons, de façon que nous avons une volonté commune d'aboutir à un résultat vraiment positif. Donc pour moi, je trouve qu'il y a des choses qui ont changé et je crois que même, justement, comme vous dites, la communauté internationale, si elle prend des décisions, elle pose des actes qui montrent que nous sommes vraiment crédibles, je ne vois pas pourquoi la France aussi ne va pas continuer dans cette vision internationale. Mais bien sûr, je le dis, je ne réponds pas au nom de la justice française. Nous, en tant qu'institution chargée de la poursuite, nous avons fait le nécessaire. Nous avons émis les mandats d'arrêt internationaux. Nous y avons mis toutes les preuves indiciaires qui peuvent montrer sur quoi nous nous basons. Nous avons énuméré les différentes lois, conventions internationales que nous avons tous signées. Et je crois que vraiment, s'il manque quelque chose, s'ils ont besoin d'autre chose, puisque nous sommes en contact, pour moi, je pense vraiment que cela va aboutir où nous voulons. Donc, je voudrais en fait ne pas dire que la justice ne sera jamais rendue. Moi, je crois que c'est un terme qui n'est pas correct, et je l'ai déjà dit. Ce que nous devons comprendre, c'est que ces crimes contre l'humanité, ces crimes de génocide, sont des crimes qui sont vraiment complexes. Et comme on l'a expliqué, le colonel Loïse, justement, a participé à plusieurs niveaux. Il y a d'abord aussi la conspiration de commettre le génocide, il y a les crimes de génocide, mais il y a aussi les crimes contre l'humanité qui ont été commis de différentes façons. Ce qui veut dire qu'on ne doit pas penser que c'est un simple dossier où tout va être rendu d'une façon rapide, mais plutôt nous devons essayer des deux côtés de faire ce que nous devons faire et de le faire à temps, en bonne et due forme, à temps, de façon que la justice soit vraiment rendue comme il faut. Mais la justice, Alain l'a évoqué, le fait que la justice, on puisse avoir un pays qui puisse avoir autant de responsables du génocide commis contre les Tutsis, est-ce que ça ne devient pas trop de dossiers à gérer pour la France? Est-ce que vous ne dites pas également que les gens ont besoin de cette justice? Parce que, en même temps, les responsables ou certains responsables prennent de l'âge et certains témoins également prennent de l'âge, d'autres meurent. On se dit, est-ce qu'à un certain moment, on ne va pas perdre toute trace de témoignages et même des responsabilités? Moi, je dirais que, en fait, il faut pointer du doigt directement ce qui doit être fait. Ce qui doit être fait, il faut mettre la France et surtout la justice française devant ses responsabilités. Et comment? Je crois que le temps est révolu. Au moment où la France doit prendre ses responsabilités vis-à-vis de la communauté internationale, mais vis-à-vis aussi du Rwanda. Parce que je vais vous donner l'exemple de la coopération de la France avec la justice internationale, mais aussi la coopération de la France avec la justice au Rwanda, mais aussi en vous référant aussi du cas de la Belgique. Parce qu'il faut comprendre que la Belgique a commencé comme ça. A refusé de traiter les dossiers du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda. Et à un certain moment, c'est dont la Belgique a jugé, les ont jugés pour crimes contre l'humanité et non pas pour génocide. C'est juste après, à un certain moment, que la Belgique, puisque les sœurs de Sauvou n'ont pas été condamnées pour génocide, ils ont été condamnés pour crimes contre l'humanité, non pas pour génocide. D'autres génocidaires qui ont été jugés en Belgique
l'ont été pour crimes contre l'humanité et non pas pour génocide. C'est juste dans les dossiers récents que la Belgique a commencé à juger pour génocide. Et c'est cet esprit-là, et c'est cette idée que ce soit la justice française, que ce soit la justice en Belgique, avait de dire, OK, au Rwanda, on ne sait même pas. On ne sait même pas que c'est un génocide qui s'est passé. Mais pourtant, je dirais que la communauté internationale, les Nations Unies sont arrivées même à bien clarifier les choses sur ce qui s'est passé au Rwanda. C'est là où c'est les instruments dont je vais évoquer. Il faut comprendre que le TPI a transféré des dossiers devant la justice française, que ce soit le dossier Uchibaruta, que ce soit le dossier Munyeshaka, dont on connaît les résultats. Et c'est cet esprit-là, c'est dans ce cadre-là que la justice française n'a rien fait. Et je crois qu'après les instruments comme la résolution que j'ai évoquée précédemment, la résolution 2150, la France devrait être mise devant ses responsabilités pour coopérer avec la justice au Rwanda, mais aussi la justice internationale, parce que même les dossiers qui ont été transférés par le TPI n'ont pas suivi des faits, et cette justice-là doit être mise devant ses responsabilités. Et c'est là où les choses vont évoluer, parce que actuellement, la France, en refusant de juger les génocidaires en France ou de les transférer au Rwanda comme les font d'autres pays. Le Canada l'a fait, la Norvège l'a fait, l'Allemagne l'a fait, les autres pays, le TPE l'a fait, et je ne sais pas pourquoi la France. Parce que c'est la question qu'on devrait se poser. Et vu les instruments juridiques qui sont à sa disposition, c'est que je crois que c'est un déni de justice et la France devrait être mise devant ses responsabilités. Et je crois que, sans mâcher les mots, c'est ce qui devrait se faire. Pas vraiment, parce que tout ce que, après 26 ans, de toutes les façons, on ne devrait pas vraiment en train de discuter de 30 dossiers mis devant 30 dossiers, parce que Gauthier parlait de 31. Et je crois que le seul dossier dont on connaît en France, c'est le dossier Pascal et le dossier Genzi Tito Barahira. C'est tout. Madame, on parle de la France avec autant de dossiers qui ont été déjà amorcés. Alain l'a si bien dit. Mais lorsqu'on prend en général, on a près d'1 millier de mandats d'arrêt que le Rwanda a émis à travers le monde, pas qu'en France. Mais peut-être pour laisser un peu la France de côté pour quelques minutes, qu'en est-il des autres pays, notamment sur le continent africain, où on a perdu presque la trace de certains responsables, ou peut-être on connaît, on a des informations, mais où nos pays, les pays africains, qui devraient peut-être, on se dit, comprendre mieux les choses que les autres. Qu'en est-il des autres pays africains? Est-ce qu'il y a une certaine évolution par rapport à ce qu'on est en train de dire aujourd'hui? Absolument, comme tu viens de le dire, l'organe national de poursuite judiciaire a émis un peu plus d'1 millier justement d'actes d'accusation pour la recherche de ces suspects à droite et à gauche. Et le grand nombre des actes d'accusation, c'est justement dans des pays africains. Ce sont dans des pays africains et surtout dans les pays qui sont dans la région. Dans la région, ou bien qui sont nos voisins. Mais ce que nous pouvons constater, comme tu le dis, nous sommes en train de créer une coopération qui est beaucoup plus efficace ou bien opérationnelle. Actuellement, nous avons donc des associations de procureurs au niveau de la région Est, où nous parlons assidûment des problèmes que nous avons, et aussi nous disent les leurs, de façon que nous espérons une certaine collaboration. Mais il faut aussi expliquer que
les mandats d'arrêt que nous avons envoyés dans les pays européens, en Amérique et ailleurs, souvent c'est là où on répond plus rapidement. Mais cela n'empêche pas que même dans ces pays africains, à travers les différents forums que nous avons, nous parvenons à parler de ces gens que nous désirons poursuivre pour que la justice soit rendue. Parce que nous accusons justement... On entend peu parler des procès contre ces présumés responsables du génocide. Dans les pays africains, on entend peu parler d'extradition. C'est vrai, on a eu quelques extraditions, voilà. mais lorsqu'on regarde le pourcentage, ça représente peu par rapport au nombre de mandats d'arrêt émis dans ces pays. Qu'est-ce qui explique la particularité de nos pays africains, bien qu'il y ait une certaine collaboration, mais en acte maintenant, qu'est-ce qui est fait sur terrain? Je crois que peut-être nous avons changé de stratégie. Avant, peut-être nous envoyions ces actes d'accusation avec des documents bien argumentés, si je puis dire. Mais actuellement, à travers les forums que nous créons, à travers les MOU, Memorandum of Understanding, que nous créons, les actes et les pactes que nous avons, cela nous a déjà donné de porter des fruits. Il y a eu des déportations, il y a eu des transferts d'Ouganda, de la RDC, du Malawi, pardon. Malawi, oui. Oui, mais c'est encore en petit nombre, comme vous dites. Et je crois que nous voulons surtout agrandir cette coopération. Parce que c'est une obligation justement universelle de répondre, soit ils vont extrader ces personnes, ces suspects, ou bien ils vont rendre justice dans leur pays. Et je crois donc que c'est peut-être la façon dont ils ont répondu à nos requêtes qui a fait que nous avons changé de stratégie. Et nous espérons que cela va porter du fruit. Maître, vous qui êtes en contact avec d'autres collègues au niveau du continent africain, est-ce que c'est par la volonté de vouloir garder ces gens chez eux dans les pays africains, ou c'est aussi par manque peut-être d'intérêt pour juger ces gens chez eux, ou est-ce que ces gens vraiment connaissent ces gens physiquement? Qu'est-ce qui explique? Moi, je crois que dans la plupart des pays africains, il y a deux choses. Il y a un manque de moyens, parce qu'il faut voir, même dans les dossiers qu'on connaît, des gens qui ont été appréhendés, soit au Congo, soit au Kenya, soit en Ouganda, tous, ils ont été appréhendés par l'Interpol, pas par une police locale ou des militaires d'un pays. Mais il y a aussi un manque d'intérêt vis-à-vis de ce qui s'est passé au Rwanda, mais aussi, je dirais, il y a une certaine méfiance par rapport aux crimes dont ces gens sont accusés. Il faut comprendre que même si la Convention sur le génocide date de 1948, mais il faut comprendre que c'est des crimes difficilement compréhensibles par certains pays. Je vous donnerai l'exemple de ce qui s'est passé pour la justice contre Hissène Habré. Vous voyez comment ça a pris beaucoup de temps. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de volonté de le poursuivre, mais c'est parce que même au niveau du continent africain, il n'y avait pas vraiment un tribunal établi, capable, et je dirais capable, pas les moyens financiers, mais capable, par disons, les instruments juridiques pour le juger. Et c'est là, parce que il faut comprendre même au niveau de la loi de l'extradition, des lois d'extradition qu'on a dans certains pays où pour extrader la personne, il faut qualifier le crime il faut que le crime dont vous demandez l'extradition soit qualifié de même dans la législation du pays qui extrade. Et c'est toutes des difficultés. Et je crois que, vraiment, comme vient de le dire la procureure générale adjointe, je crois qu'elle a raison de changer de stratégie, de passer par
disons les MOU qui signent entre pays pour que, et qui ont l'expérience de juger ou bien d'inculper les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide, d'expliquer à ces procureurs, de comprendre cette notion dans leurs pays respectifs pour pouvoir au moins prendre certaines mesures, pour pouvoir au moins comprendre des choses et puis passer à l'action. Parce que certains qualifient ça de crime politique ou autre chose, ce qui rend la difficulté de coopérer à l'arrestation et à l'extradition de la personne. Alain Gauthier, on a par le biais à travers l'article de Mediapart, vous avez cité Théo Englebert qui a en tout cas localisé à Orléans cet homme. Mais il y a quelques années, on a vu l'apparition d'un livre qui, pour de nombreux observateurs, qualifié d'un livre qui y a été écrit avec un objectif d'attiser justement cette haine qui a mené au génocide commis contre les Tutsis, même avec un langage d'un double génocide. Comment est-ce que messieurs Parsenon a pu publier un livre et qui soit sur le marché, un tel livre? Oui, alors avant de répondre à votre question, je voudrais préciser concernant les deux cas qui ont été extratés vers la France, Wenceslas Munyeshaka et Laurent Bouti-Baruta. Munyeshaka a bénéficié en France d'un non-lieu. Nous sommes allés en appel, nous sommes allés en cassation, nous avons perdu. Apparemment, les juges français ne veulent déférer devant la cour d'assises que ceux dont ils sont sûrs qu'ils seront condamnés. Nous avons protesté contre ce non-lieu, mais maintenant, c'est la justice qui a parlé. Concernant Bouti-Baruta, il est déféré devant la cour d'assises, il a fait appel, et nous aurons certainement, dans les mois à venir, un procès. Maintenant, concernant les livres qui peuvent être publiés ici en Europe, eh bien, effectivement, il y a une sorte de consensus. Au nom de la liberté de la presse, de la liberté d'expression, eh bien, on laisse publier des livres. Alors, si vous faites allusion au livre de Judy Rever, récemment, on avait protesté contre sa traduction en français. Effectivement, la maison d'édition qui devait le publier a renoncé. Maintenant, c'est une autre maison d'édition qui a accepté. Il y a tout un mouvement pour, de nouveau, faire en sorte que ce livre ne soit pas traduit. Maintenant, Aloïs Nirouagabo avait lui aussi récemment, enfin il y a quelques années, publié un ouvrage où il explique un petit peu sa position. C'est tout, il faut faire avec. Le négationnisme est très répandu ici en Europe ou aux États-Unis, au Canada. C'est aussi un de nos chevaux de bataille pour faire en sorte que la justice triomphe. On se bat contre le négationnisme, mais on se bat aussi pour la justice. Vous avez évoqué plus d'une trentaine de plaintes. Il faut savoir que récemment, enfin, ça a mis longtemps, le parquet a ouvert des enquêtes contre tous ceux qui encore n'étaient pas poursuivis et qui étaient visés par un mandat d'arrêt international. Donc aujourd'hui, en France, nous devons en être à peu près à 42, ou enfin une quarantaine de dossiers. Et il faut savoir que, outre les 3 condamnations que vous avez évoquées, il y a eu aussi 3 ou 4 autres non-lieux. Un autre est décédé avant d'être jugé, d'autres sont âgés, et je crains, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il ne soit jamais jugé. Aloïs Nirouagabo n'est pas encore véritablement poursuivi. Les enquêtes des juges d'instruction qui se rendront en commission rogatoire au Rwanda prendront plusieurs années et je ne suis pas sûr qu'il soit un jour jugé.
C'est la raison pour laquelle nous militerons pour qu'il soit extradé vers le Rwanda. Mais nous avons toutes les autres affaires qui ne sont pas jugées encore, et je crains malheureusement qu'un certain nombre d'affaires s'éteignent par la disparition des personnes que nous poursuivons en justice. Voilà, je pense que c'est par vos propos. Peut-être, madame, avez-vous peut-être un mot à ajouter? Est-ce que vous vous dites que les années qu'on vient de laisser derrière nous et les années qui nous attendent, vous êtes du côté des gens qui sont optimistes pour que justice soit rendue? Vous dites qu'il y a de l'espoir. Je ne parle pas seulement d'espoir, je crois, mais d'abord, il faut comprendre que, comme M. Alain vient de le dire, l'idéal, ce serait l'extradition. Donc, ces gens, ces suspects soient jugés. On en a parlé, je ne vais pas y revenir. Ce serait vraiment l'idéal. Mais si, au cas où l'extradition n'est pas possible, pour nous, ce que nous voulons, c'est que surtout la justice soit faite. Donc, qu'ils aient un procès équitable et qu'ils soient donc jugés et qu'ils aient le moment d'expliquer les crimes qu'ils ont faits. Et qu'une cour ou bien un tribunal compétent puisse vraiment sortir une décision qui est conforme à nos conventions. Pour nous, c'est vraiment cela l'idéal. Mais comme je vous l'ai expliqué, il y a eu une certaine évolution. Peut-être dans le temps, ça n'allait pas comme nous le voulions, bien à la vitesse dont nous disions que ça aille, justement. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous devons quand même être optimistes, puisque nous avons parlé de la coopération que nous avons actuellement. Et pour nous, nous pensons vraiment que cela va aboutir d'une façon positive. Voilà, merci. Restons donc optimistes, comme vous le dites. Et c'est par là que nous mettons un point final à notre émission majuscule propos de ce soir. Permettez-moi de remercier mes invités de la soirée, en commençant par Madame le procureur général adjoint du Rwanda, Madame Angélique Habyarimana. Merci Madame d'avoir été de nôtre. Merci également au maître Murangwa Faustin. Il a été ancien avocat au tribunal international pour le Rwanda à Arusha. Merci maître. Merci aussi. Et surtout, merci à Alain Gauthier qui intervenait depuis la France. Et surtout, belle chemise Alain. Made in Rwanda. Made in Rwanda, voilà. OK, merci beaucoup et surtout, voilà, grand merci à vous tous qui nous avez suivis et surtout à toute l'équipe qui a été conduite par Pacifique Rukundo. Restez bien fidèles au programme de la télévision rwandaise. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Majuscule Propos. Et en attendant, soyez bénis. Au revoir.